Bienvenue dans le débat de France 24. C'est un procès hors norme pour l'histoire, comme disent les chroniqueurs judiciaires, celui qui vient de s'ouvrir devant la cour d'assises spéciale de Paris, où sont jugés les accusés en lien avec les attentats de janvier 2015 en France. 14 personnes soupçonnées à des degrés divers d'avoir apporté un soutien logistique aux frères Kouachi et à Amédi Koulibaly dans les attaques terroristes contre Charlie Hebdo, l'hypercachère de la Porte de Vincennes et le meurtre d'une policière de Montrouge, Clarissa Jean-Philippe, aux côtés des 16 autres tués dans les attentats. 5 ans plus tard, où en est l'esprit Charlie qui avait vu les Français manifester par millions leur soutien aux victimes et a eu une idée, la liberté de la presse et de blasphème. Qu'est-ce qui a changé en France, y compris au niveau de la législation, pour prévenir ce type d'attaque à l'avenir? On en débat avec Daniel Lecomte, journaliste et producteur, compagnon de route de Charlie, on peut dire ça? Oui. Oui. Vous avez notamment réalisé L'Humour à mort, un documentaire dans lequel vous revenez sur ces attaques sanglantes de janvier 2015 et sur la Grande Marche aussi, Je suis Charlie du 11 janvier. Et puis avant cela, il y avait eu un précédent documentaire, C'est dur d'être aimé par les cons. Vous vous penchiez alors sur le procès intenté en 2007 à Charlie Hebdo pour avoir publié les caricatures de Mahomet. Oui. Ces caricatures que l'hebdomadaire satirique publie à nouveau, vous allez le voir à l'occasion de ce procès, barré du titre. Tout ça pour ça. On va en reparler dans un instant avec vous, Daniel Lecomte. Également avec nous depuis la rédaction de France 24, notre journaliste spécialiste des mouvements djihadistes, Wassim Nasr, fera un point pour nous sur l'enquête, ce que l'on sait aujourd'hui des réseaux des frères Kouachi et d'Amédi Koulibaly. Vous nous direz aussi où en est la menace terroriste aujourd'hui, Wassim Nasr, quels sont les risques auxquels s'exposent les caricaturistes et tous ceux qui exercent leur liberté en matière de droit au blasphème. Merci d'être avec nous. Et puis, depuis Los Angeles, Asif Arif, avocat au barreau de Paris, spécialisé en liberté publique. Bonjour, merci d'être avec nous. L'ancien juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière sera avec nous aussi dans quelques minutes. On dialoguera avec lui, mais d'abord, retour en images sur cette semaine noire, ces 3 jours durant lesquels la France est entrée dans une nouvelle ère, celle du terrorisme 2.0. 7 janvier 2015. 2 hommes armés pénètrent dans les locaux parisiens de Charlie Hebdo. C'est le jour de la conférence hebdomadaire, presque tout le monde est présent. À 11h33, les assaillants ouvrent le feu. 34 tirs à la Kalachnikov. Le bilan est lourd, 11 morts et 4 blessés graves. Dans leur fuite, les 2 hommes exécutent 2 sang-froid, un gardien de la paix. Cette fusillade qui a éclaté, je vous le disais ce matin, en plein centre de Paris. In the heart of the French capital. Rapidement, l'identité des 2 hommes est rendue publique. Les frères Kouachi, connus des services de renseignement, disparaissent dans la nature, tandis qu'un 3e homme sème la terreur dans la capitale. Le 8 janvier, Amédi Koulibaly, un repris de justice, tue une policière municipale. Le lendemain, à 13h05, il entre dans l'hypercachère de Vincennes, armé de 2 fusils d'assaut. Pendant 4 heures, il retient 18 personnes, après avoir tué 3 clients et un membre du personnel. Au même moment, à 50 km de Paris, les frères Kouachi prennent en otage le directeur d'une imprimerie de Seine-et-Marne. Les services de renseignement ont rapidement découvert le lien entre les 3 terroristes. À 16h50, les hommes du GIGN donnent l'assaut à Dammartin-en-Goële, imité quelques minutes plus tard à l'hypercachère par ceux du RAID et de la BRI. Les 3 assaillants meurent sous les balles, tous les otages sont sains et saufs. Le bilan de ces 3 jours de terreur, 17 morts et des dizaines de blessés, avec pour certains de lourdes séquelles et des traumatismes. Le procès historique qui se tient jusqu'au 10 novembre tentera de répondre aux nombreuses interrogations des victimes et de leurs proches. 14 personnes sont poursuivies pour complicité de terrorisme, 11 sont présentes au tribunal. Les 3 autres, des proches d'Amédi Koulibaly, font l'objet d'un mandat d'arrêt international. Ce procès doit être l'occasion de montrer effectivement aux victimes d'abord de nommer les choses, de les qualifier et de permettre aux victimes de comprendre comment les choses se sont passées, pourquoi elles se sont passées ainsi. Ça participe de ce devoir élémentaire de manifestation de la vérité qui pèse sur l'institution judiciaire. Le procès sera intégralement filmé à titre exceptionnel à des fins historiques. 5 ans après, la France est-elle toujours Charlie? On va en débattre dans un instant, mais d'abord, on a avec nous en ligne l'ancien juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. À quoi peut servir, d'après vous, ce procès? Écoutez, je crois qu'il y a plusieurs. D'abord, c'est un procès tout à fait exemplaire, un procès pour l'histoire, puisqu'il va être effectivement filmé. C'est d'une part donc de juger, c'est la fonction première, les personnes qui sont accusées et qui sont donc renvoyées devant la cour d'assises.
Il est certain que les principaux auteurs ne sont pas là, où ils sont décidés, ils sont à l'extérieur, mais il y a eu des mandats d'arrêt internationaux, donc ils seront jugés in absentia par contumace, donc ils ne sont pas hors de procès. C'était également le fait de pouvoir reconstituer de façon très minutieuse, j'allais dire avec une enquête très longue qui a été faite donc la suite des événements, l'ensemble des événements, et puis je pense, et puis l'élément peut-être le plus essentiel, il faut pas l'oublier, ce sont les victimes. Les victimes ont un devoir d'information, les victimes doivent faire leur deuil, les victimes doivent savoir, les victimes doivent être associées. Donc au débat judiciaire, on est en démocratie, il est essentiel que la justice, c'est une de ses missions essentielles, le fasse et remplisse son rôle qu'elle doit faire au cours de cette audience publique. Un procès sert d'ordinaire à la manifestation de la vérité. Pensez-vous qu'on saura tout à l'issue de ces 2 mois et demi d'audience? Je pense que oui, parce que l'enquête à laquelle je n'ai pas participé, certes, puisque je n'étais plus en fonction, mais je sais comment elle se passe. L'enquête a été particulièrement minutieuse, avec des moyens considérables qui ont été mis en œuvre par les enquêteurs, en lien avec le support des services de police et de renseignement, notamment la Direction générale de la sécurité intérieure, qui a une double casquette, qui est à la fois un service de renseignement, notre service de renseignement intérieur, notre service de police judiciaire, et qui a été étroitement associé, bien sûr, à cette enquête. Il y a des informations, il y a l'ensemble des éléments, des données techniques qui ont été faites notamment par des facturations détaillées des téléphones portables. Il y a des renseignements qui ont pu être recueillis en France et à l'étranger. Donc il y a une masse considérable d'informations qui ont pu être faites, qui ont pu être ramassées à la fois en France et à l'étranger et qui permettent, je pense, donc je ne connais pas un dossier, de reconstituer de façon très minutieuse donc ces événements tragiques et de pouvoir le réinscrire, le resituer dans le contexte général de l'époque de la menace terroriste, qui était avant surtout celle d'Al-Qaïda. C'était un peu plus tard que l'État islamique se manifestera avec beaucoup de violence. Une fois connu et exposé le mode opératoire d'Amédi Coulibaly et des frères Kouachi, pensez-vous que la France fera évoluer à nouveau sa législation après ce qui a déjà été fait depuis 2015? Je ne pense pas. Vous savez, on a une des législations les plus performantes et les plus, je veux dire, en Europe, voire même au monde. D'abord parce que on a une capacité légale de pouvoir travailler avec des services de renseignement, ce qui n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons, du moins le service de renseignement intérieur qui a une capacité judiciaire, donc ça c'est extrêmement important, j'en ai été le témoin puisque c'est quelque chose que j'ai utilisé et que j'ai fait dans le cadre qui a été un élément de succès de nos enquêtes, ça c'est un élément très important. Il y a eu bien évidemment un renforcement des moyens judiciaires, notamment du parquet, qui est intervenu depuis lors. Il y a également une meilleure synergie, c'est quoi, qui est extrêmement important, entre les services de police, de renseignement et la justice, qui est organisé, un partage de renseignements croisés. Je pense qu'on a vraiment des outils très performants, sans parler de la coopération internationale, la coopération européenne très renforcée, elle est donc depuis déjà longtemps, et une coopération internationale très active, car la France a une excellente réputation à la fois sur le plan du renseignement et sur le plan judiciaire, et nous n'avons pas de difficulté donc à pouvoir coopérer avec nos partenaires étrangers où qu'ils soient. Malgré le Covid-19, le coronavirus n'a pas désorganisé cette coopération? Mais non, écoutez, non, je ne pense pas. Vous savez, non, je pense que la Covid va avoir des incidences sur toutes les manifestations publiques, et je suis particulièrement satisfait que ça n'a pas eu d'incidence sur la tenue d'un procès qui réunit beaucoup de monde et qui peut poser des problèmes sanitaires qui ont été résolus. Mais la coopération judiciaire ou la coopération de renseignement, bien sûr, n'est pas du tout impactée par même si effectivement probablement les déplacements physiques des enquêteurs ou des magistrats, voire même des agents de renseignement peuvent être dans certaines circonstances, ou ont pu l'être, parce que les choses vont mieux maintenant, mais en tout cas pendant la période difficile de février à juin, elles ont pu être effectivement réduites du fait des restrictions de déplacement et même des réductions de transport, parce qu'il y a eu un moment donné où il n'y a eu pratiquement plus de transport international. Merci Jean-Louis Bruguière, ancien juge antiterroriste, pour ce commentaire sur l'ouverture de ce procès. Je salue l'arrivée parmi nous de Jean-Michel Fauvergue, député La République En Marche. Vous dirigez, vous, le RAID, l'unité d'élite de la police française, à l'époque où étaient commis ces attentats. Vous nous direz comment vous avez vécu cette période, ce qui a changé aussi en matière de sécurité et dans l'arsenal législatif depuis. On va évoquer ça dans un instant avec vous. Mais d'abord,
On va revenir avec vous, Daniel Lecomte, d'abord sur ce qu'a été cet attentat, ce qu'ont été ces attentats, le choc et la sidération à l'époque pour vous qui côtoyez ces dessinateurs, ces caricaturistes qui ont été les victimes directes de ces terroristes. Comment avez-vous vécu, vous, cette période? Pas mal, forcément très mal, parce que c'est des gens que j'avais connus bien longtemps auparavant, et en particulier pendant toute la campagne des caricatures et le procès. J'avais été à leur côté pour suivre ce procès, et j'en avais fait un film qui s'appelait C'est dur d'être aimé par des cons. Et on avait eu une aventure absolument incroyable avec eux, parce que ce film, il y avait le résultat extraordinaire qui avait été ce procès des caricatures, puisque le jugement était magnifique. La justice avait donné raison à Charlie. Elle avait même précisé que Charlie Hebdo avait participé d'un débat d'intérêt général. Le président de l'époque, Nicolas Sarkozy, avait témoigné. Nicolas Sarkozy, François Hollande, Bayrou, enfin il y avait, si vous voulez, les trois partis démocratiques, qui n'étaient pas aux extrêmes. Donc ceux qui étaient la représentation nationale, qui étaient venus apporter leur soutien à Charlie Hebdo, alors qu'ils avaient été souvent, eux, attaqués par Charlie Hebdo. Donc, ils montraient l'exemple, que même quand on était attaqué, et parfois durement, on acceptait cette règle du jeu dans notre pays, puisque c'est la manière dont se règlent les conflits et les désaccords. Et donc, le procès avait été un moment absolument formidable, à tel point que quand ce procès a été fini, on était à peu près persuadé que la partie était gagnée, puisque la justice française donnait raison à Charlie, que cette question était réglée. Et puis, ça s'est désagrégé, et j'ai suivi cette lente désagrégation. Désagrégation sous quelle forme? Parce qu'ils se savaient menacés, ils étaient sous protection policière. D'ailleurs, Franck Vinsolaro, l'une des personnes chargées de cette protection, est aussi l'une des victimes. Mais ce n'était pas la chose la plus difficile pour eux. La chose la plus difficile pour eux, c'est d'être abandonnés par leur père. Par les journalistes en particulier, puisque les journalistes... Un défaut de solidarité. Un défaut de solidarité. Bon, il y a eu un abandon de Charlie en rase campagne. Charlie était un journal qui avait donné l'exemple, parce que c'est quand même... Il faut se souvenir de ce qu'était Charlie. Charlie, c'est un journal de dessinateurs, de caricaturistes. C'est pas des fanfans la tulipe de la liberté d'expression, ils vont pas au charbon là-dessus. C'est pas leur, c'est pas leur raison première, alors que les journalistes qui sont, les honneurs de cette profession abandonnent ce terrain-là et laissent Charlie tout seul face à ces gens-là. C'était dramatique. Et donc il y a eu une désagrégation. Il y a eu l'incendie de Charlie, il y a eu la perte des ventes. C'était incompréhensible, cet abandon en race campagne qui a été celui de Charlie à ce moment-là. On a baissé la garde, c'est ça qui les a directement mis sous la menace des terroristes, d'après vous? La première chose qui les a mis sous la menace, c'est que Charlie a été le seul, avec François et le Jean Bart de l'Express, à publier les caricatures. Et que l'ensemble de la presse française a refusé de le faire. Donc ça a été quelque chose qui a désigné au tueur la cible principale, qui était Charlie. Donc ça, si vous voulez, c'était un truc qui a été pour Charlie terrible. Et puis la deuxième chose, je vous dis, c'est que les critiques ont commencé à fleurir du type ils l'ont bien cherché, s'ils sont dans la situation dans laquelle ils sont, c'est parce qu'ils ont provoqué. Enfin, vous voyez, c'était le langage qu'on entendait à ce moment-là sur Charlie. Et donc, on est arrivé, j'allais dire, presque... après cette période d'euphorie, on est arrivé au 7 janvier dans un état de dénuement de la rédaction et avec Charlie seul face à ces démons. Et donc, voilà, il y a eu ces attentats. Et donc, si vous voulez, cette période, pour moi, a été... c'était des hauts et des bas. C'était le haut de ce formidable procès qui était un formidable débat. Moi, j'ai vécu ce procès. C'est probablement un niveau intellectuel en France qui avait rarement été atteint dans les 30 dernières années, dans une enceinte judiciaire. Des débats fondamentaux. En plus, si vous voulez, c'est les associations de l'islam de France qui avaient porté plainte. Donc, elles avaient fait ce travail. Au début, moi, j'étais un peu colère contre ça, parce que je me disais, bon, finalement, à l'arrivée, la justice française a donné raison à Charlie. Et les associations musulmanes de France, elles, ont trouvé le canal pour pouvoir dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ça. Donc, les règles du droit étaient formidablement préservées pendant tout ça. Ce procès a permis l'affirmation du droit au blasphème en France?
Aujourd'hui, diriez-vous que ce droit est toujours valorisé comme il l'a été en 2015 par ces millions de manifestants dans les rues, ou au contraire, est-ce qu'il est amoindri, est-ce qu'il est à nouveau sous la menace? Écoutez, moi j'avais ressenti une lame de fond comme un certain nombre de gens. C'est-à-dire qu'il y avait le pays réel, pour prendre des mots. Le pays réel était avec Charlie. C'est-à-dire que quand on a vu le 11 janvier la façon dont ça a été, j'allais dire, la levée en masse du peuple de France à ce moment-là, c'est là quand même la plus grande manifestation qu'il y ait eu en France de l'histoire. Donc ces gens sont descendus dans les rues et je me suis dit finalement, ils ont perdu la partie sur le plan des élites, on va dire entre guillemets, journalistiques ou même le corps professoral qui doit éduquer les jeunes justement à ces notions qui ne sont pas évidentes pour eux, qui est celle du blasphème, qui est celle de la contradiction, le respect de la contradiction, les règles, si vous voulez, de règlement des conflits entre nous dans nos sociétés, qui ne sont pas les règles souvent, malheureusement, des cités. Donc, je veux dire, il y a un certain nombre de gens qui ont abandonné ce terrain-là à cette population. Et donc, voilà, ça s'est désagrégé. Aujourd'hui, je dirais, c'est pour moi une énorme surprise, les sondages qui sont parus. D'abord parce que les gens font la fine bouche en disant il y a un gamin sur 5 qui n'est pas pour la publication. Bien sûr, on les a laissés seuls face à ce problème. Sauf qu'il y a plus de 60% de la population française qui est pour la publication des caricatures. En gros, ça renoue avec le 11 janvier. Je veux dire, ça veut dire que le pays profond se reconnaît dans le geste de Charlie, même s'ils ne sont pas d'accord avec les gens de Charlie. Mais ils se reconnaissent dans cette qu'on puisse exprimer ses idées. Et qu'on les exprime comme ça. Je veux dire, c'est le vivre ensemble, ça, en France. C'est notre fond commun. C'est ce qui fait France, pour eux. Donc, je veux dire, pour moi, ça a été une formidable surprise. Et la deuxième surprise, ça a été le culot de Charlie, et de Riss en particulier. Qui aujourd'hui dirige la rédaction du journal. Dirigeait la rédaction. Moi, je me souviens quand il y a eu cette affaire, après le 7 janvier, quand j'ai fait mon deuxième film, L'humour à mort, je me trouvais à Toronto avec lui pour présenter ce film au Festival de Toronto. Et on était allé là-bas comme ça. Et je lui dis, il avait l'air un peu désespéré. Et je lui dis, mais est-ce que tu republieras un jour ces caricatures ? Et sa réponse a été, c'est pas exclu, mais je choisirai mon moment si je le fais. Il l'a choisi. Il l'a fait là, à ce moment-là, dans ce moment symbolique. C'est un timing absolument formidable, parce que regardez quand même la réaction un peu partout. Aujourd'hui, les gens ne désapprouvent pas ce qu'a fait Charlie. On va voir en tout cas avec nos invités ce qu'ils en pensent dans un instant. On marque une très courte pause et on en vient à la deuxième partie du débat. Vous entendrez évidemment tous nos invités. C'est dans un instant. Au débat de France 24 avec cette question, 5 ans après les attentats de janvier 2015 ici en France, la France est-elle toujours Charlie? On continue d'en débattre avec vous, Daniel Lecomte, journaliste et producteur. Vous avez réalisé plusieurs documentaires consacrés justement à Charlie Hebdo, des dessinateurs que vous avez bien connus et que vous continuez de côtoyer. Également avec nous, Jean-Michel Fauvergue, député La République En Marche. Vous dirigez le RAID, l'unité d'élite de la police française. À l'époque ont été commis ces attentats. On va en parler avec vous dans un instant. Depuis Los Angeles, l'avocat Asif Arif, avocat au barreau de Paris, spécialisé en liberté publique. On va débattre également, bien sûr, de ces questions avec vous. Et puis, Wassim Nasr, depuis la rédaction de France 24, notre spécialiste des mouvements djihadistes. Wassim, bonjour. On évoquait juste à la fin de la première partie de ce débat avec Daniel Lecomte, qu'on entendait évoquer justement ces questions, le fait que cet esprit Charlie, eh bien, il le sent encore très fortement présent dans la société française. En témoignent les sondages qui montrent qu'une très large majorité aujourd'hui des Français est toujours acquise à la liberté de blasphémer. Or, ce droit au blasphème, il est particulièrement difficile aujourd'hui de l'exercer avec les moyens modernes de technologie. Écoutez, il faut dire que la France est une exception. Si on regarde le monde entier, la France et l'Europe restent une exception quand même. Je vous rappelle par exemple qu'en 2012, le consul américain a été assassiné à Benghazi à cause d'un court-métrage d'à peine 1 minute qui a été produit par un copte aux États-Unis et qu'il avait mis sur YouTube, et ça a causé la mort du consul américain à Benghazi. Et
toute une série de conséquences pour la diplomatie américaine qui n'étaient pas du tout calculées par cette personne. Donc aujourd'hui, évidemment, la société française se manifeste et pour ce droit qui est vieux maintenant, c'est en France, mais le monde n'est pas régi par cette même énergie ou par cette même volonté, j'ai envie de dire. Il suffit d'une caricature de Charlie ou d'un autre journal européen qui vise une religion ou une autre, hein, d'ailleurs, pour voir des millions de gens ou des milliers de gens descendre dans les rues, que ce soit au Pakistan ou en Amérique latine, quand c'est une autre religion que l'islam qui est visée, etc., etc. Je vous rappelle par exemple qu'aux États-Unis, le président américain fait son serment encore toujours sur la Bible, qu'en Russie, l'Église orthodoxe est très présente dans la politique. Donc la religion fait partie prenante de la majorité des sociétés. Donc aujourd'hui, quand quelque chose est entrepris en France, que ce soit par Charlie Hebdo ou par un autre média, le retentissement est global. Ça ne concerne plus que les Français. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui, en tout cas, pris en considération. Je vous rappelle quand même que, par exemple, la une de Charlie, après les attentats, n'a pas été reprise par les médias anglo-saxons. Et ça en dit long. C'est une spécificité française, Jean-Michel Fauvergue. On a du mal à faire comprendre, à expliquer aux étrangers, à ceux qui ne sont pas français ou de culture française, cette nuance entre approuver le contenu d'une publication et simplement être favorable à ce qu'elle puisse exister en tant que publication. Ça ne signifie pas forcément approuver les idées ou les valider. Bien évidemment, vous avez tout dit, il y a deux attitudes, mais la France est un pays de liberté depuis longtemps, c'est un pays des droits de l'homme, c'est le pays des Lumières. Et la France tient à cette liberté-là, à tout ce type de liberté. La caricature, c'est une liberté qu'on peut exercer, et au même titre que d'autres libertés, sans avoir derrière une censure pseudo-religieuse d'une religiosité d'ailleurs qui se réfère au 7e siècle. On ne doit pas retomber dans cet abîme-là. En tant qu'ancien policier, vous voyez aujourd'hui des signaux émerger de la société française qui montrent que ce droit à la liberté de penser, d'une certaine manière, est à nouveau menacé, ou qu'il continue de l'être? Je n'ai pas vu, en tant qu'ancien policier et en tant que politique maintenant, je n'analyse pas les choses de cette manière-là, je ne le vois pas de cette manière-là, mais je sais qu'il faut être vigilant et je sais qu'il faut profiter de ce procès-là pour marteler ce droit-là, mais non seulement ce droit-là, mais aussi désigner par-delà les gens qui sont dans les box, de désigner les coupables, ceux qui vont embrigader, ceux qui vont retourner les esprits, ceux qui participent de ça, qui ont un islam radical et cet islamisme politique qu'il faut combattre à tout prix, et à la fois sur le terrain, comme l'a fait le RAID quand il y a des événements comme ça, mais aussi au départ, à la base, comme l'a fait Charlie Hebdo, comme le font d'autres journalistes. Après, savoir si c'est repris par certains, par d'autres journalistes, savoir si les journalistes de Charlie Hebdo ont été lâchés en race campagne par leurs collègues journalistes, c'est un problème qu'il faut analyser. Moi, je retiens aussi de Richard Malka, donc de l'avocat de Charlie Hebdo, que j'ai lu avec attention. Il parle d'une trahison, mais il parle d'une trahison politique, de ses amis politiques, de la gauche politique. Une trahison parce que dans les années 90 à 2000, quand il croquait, quand il caricaturait les intégristes du côté chrétien en particulier, quand il faisait des caricatures du pape et d'autres personnes appartenant au clergé, il avait les applaudissements de cette gauche-là, de cette gauche bien pensante, de la gauche extrême aussi. À partir du moment où ces caricatures-là, et vous me corrigez si je me trompe, mais c'est ce qu'a dit Richard Malka, à partir du moment où ces caricatures-là ont visé les extrémistes
islamiste. Et, il y a eu une levée de bouclier de cette même gauche bien pensante et surtout un apport important de l'extrême gauche qui est un apport qui existe toujours. C'est les idiots utiles Un certain nombre de ces personnalités avaient manifesté ou en tout cas soutenu Charlie en 2015. Ils font défection aujourd'hui. Lorsque l'on entend des rangs de votre majorité des messages comme celui d'un ensauvagement de la société, lorsqu'on entend le Premier ministre, même Jean Castex, qui, alors même que la France était au cœur de la lutte contre le coronavirus, évoquait la progression de l'islam radical, pour vous, c'est aujourd'hui une menace plus importante encore qu'elle ne l'était dans le passé. Et vous avez face à vous des politiques qui ne vous soutiennent pas dans ce combat ? L'ensauvagement, le terme a été employé pour la criminalité, que la société française subit aujourd'hui et sur l'évolution de notre société vers plus de violence, mais dans toutes ses composantes. C'est-à-dire sur des manifestations. Et le risque terroriste, pour vous, considérez qu'il reste aujourd'hui particulièrement élevé ? Mais le risque terroriste existe toujours. Vous avez vu que et le juge Bruguière vous l'a dit, la France est bien armée au niveau des lois et de la législation pour combattre ce terrorisme. Elle est bien armée aussi au niveau de ses capacités opérationnelles, que ce soit sur l'intérieur, par les services de renseignement, par les services d'intervention, par les services d'enquête, etc., ou que ce soit par l'extérieur, parce qu'il faut savoir que sur ce terrorisme-là, nos armées le combattent à l'extérieur aussi. Et ça, c'est quelque chose qui a été constant sur les divers gouvernements et les divers présidents de la République. Et c'est quelque chose qu'a porté aussi et qui est en train de porter Emmanuel Macron de ce point de vue-là. Le Conseil constitutionnel a censuré début août des dispositions qui permettaient des mesures de sûreté à l'encontre justement des auteurs d'infractions terroristes sortant de prison. Vous le regrettez ? Que va faire le gouvernement ? Est-ce que ces dispositions étaient indispensables pour protéger la France ? Le Conseil constitutionnel a pris une très très grosse responsabilité dans ce domaine-là. Il a pris une très très grosse responsabilité parce que si demain on a un sortant de prison radicalisé qui nous commet un attentat, il faudra à ce moment-là rechercher aussi les responsabilités à ce niveau-là. Le Conseil constitutionnel fait de temps en temps, plus en plus souvent d'ailleurs à mon goût, des analyses qui sont des analyses politiques. Il est composé aussi d'anciens politiques qui malheureusement font des analyses en prenant des risques phénoménaux pour la sécurité de nos concitoyens sur le territoire national. Je le dénonce, je le crie haut et fort et je le regrette infiniment. C'est de leur responsabilité. Il faut que les Français sachent que le Conseil constitutionnel prend ce genre de responsabilité. Oui, Daniel Lecomte, et puis on ira voir Asif Arif, qui n'a pas encore pris la parole. Oui, je voulais juste dire, c'est tellement vrai, pour illustrer ce que vous dites à propos de la trahison de la gauche. J'ai moi-même fait une émission sur la chaîne Arte à l'époque, où j'ai reçu Salman Rushdie. À l'époque, c'était sa première apparition publique dans une émission de télévision en direct. À cette émission participaient comme intellectuels Toni Morrison, Prix Nobel de littérature, Jacques Derrida, Pierre Bourdieu, philosophe, Suzanne Sontag, que des gens de gauche, que des intellectuels de gauche. Ils étaient, si vous voulez, ils étaient épanouis. Ils avaient reçu Salman Rushdie avec moi sur ce plateau. Ils le soutenaient alors qu'à ce moment-là, Salman Rushdie, c'était le diable dans le monde arabo-musulman. Donc, c'est un thermomètre. Vous ne pourriez pas faire la même émission aujourd'hui ? Aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire avec les mêmes personnes, parce que la plupart sont mortes. Mais avec leurs équivalents aujourd'hui, je ne pourrais pas les faire, parce qu'ils ne soutiendraient pas. Ils ne seraient pas là sur ce plateau. Donc ça, si vous voulez, c'est quand même quelque chose qui est un marqueur de l'époque. C'est-à-dire, on n'a plus la gauche avec nous pour nous battre sur ces sujets-là. Et les derniers exemples, les exemples sont à foison. Contre nous, sauf Manuel Valls. Oui. Sauf Manuel Valls. Bien évidemment. Asif Arif est avec nous en direct de Los Angeles. Merci d'être avec nous. Pour vous, justement, que reste-t-il 5 ans après de cet esprit « Nous sommes Charlie » ?
Alors, j'ai entendu un peu les différents protagonistes du débat et je suis tout aussi émotionnellement chargé quand on évoque la question de Charlie Hebdo et aujourd'hui du procès. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est il faut savoir faire la part des choses. Même si le moment est difficile, il faut savoir faire la part des choses. La première chose, c'est que le fait qu'on puisse blasphémer en France n'a jamais été remis en cause et n'est pas remis en cause depuis. Notamment, si vous regardez, à l'époque, il y avait l'Alsace-Moselle, politiquement et juridiquement, parce que à l'époque, l'Alsace-Moselle, par exemple, ne connaissait pas ce droit au blasphème. Et il a été étendu après les attentats de Charlie à l'Alsace-Moselle. Et donc, il y a une volonté quand même du pouvoir, du pouvoir politique de bien faire comprendre aux gens que en France, on a le droit au blasphème. Maintenant, les choses doivent être comprises lorsque l'on parle de la question de cette gauche qui ne prend plus position, etc., dans un contexte politique général. D'abord, ça c'est le premier élément qu'il faut prendre en compte, et puis aussi dans un contexte géopolitique international. On ne peut plus aujourd'hui avoir des analyses purement franco-centrées et se dire que la France est le pays des droits de l'homme. Certes, c'est le pays des droits de l'homme, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont porté atteinte à cette caractéristique. Lorsque l'on a ratifier les lois de l'état d'urgence, qui étaient des lois que beaucoup d'avocats ont considérées comme étant liberticides, eh bien, il n'y a eu aucune levée de bouclier. Il y a eu, pourtant, la France est le pays des droits de l'homme. Si on soutient la liberté d'expression, il faut soutenir toutes les autres libertés qui sont dans notre patrimoine républicain. Vous, ensuite, la deuxième chose, je voulais revenir sur ce que... Ces lois de l'état d'urgence relativisent du coup le droit au blasphème comme un principe absolu défendu par la France ? Non, moi je pense que le droit au blasphème est un principe absolu, il restera un principe absolu, mais il y a d'autres libertés qu'il faut aussi savoir défendre. Quand on dit que nous sommes Charlie, ça veut dire qu'on défend toutes les libertés. En fin de compte, oui, il y a la liberté d'expression, mais il y a la liberté de religion, il y a la liberté de conscience, il y a la liberté d'aller et venir, il y a plein d'autres libertés qui font le patrimoine français. Et quand je pense que les gens sont descendus en masse, indistinctement de leur religion, de leur orientation sexuelle ou de leur race, tout simplement, eh bien, il y avait une volonté de dire que nous sommes pour toutes les libertés, sans concession. Et lorsque l'on a fait passer l'état d'urgence dans notre droit, lorsqu'il est resté pendant 2 ans, je pense que ça a vraiment contribué à un climat très délétère en France, qui a fait que les deux partis qui pouvaient discuter à un moment donné ne discutent plus, c'est-à-dire on a créé des cases, vous êtes soit pro-Charlie, vous êtes soit contre Charlie, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Les gens ont une opinion qui est une opinion philosophique, mais aussi une opinion personnelle des choses. Et il faut savoir les reconnaître. Ensuite, juridiquement, moi, je voulais simplement revenir, peut-être préciser sur ce que l'ancien patron du RAID a dit sur le Conseil constitutionnel. Écoutez, moi, je veux bien qu'on dise que le Conseil constitutionnel, il a pris des décisions, qu'il porte une énorme responsabilité s'il y a un attentat en France demain. Mais franchement, ce n'est pas des discours qui sont raisonnables ni raisonnés. Le Conseil constitutionnel, c'est une institution républicaine qui a été établie par la Constitution. Il veille à garantir un certain nombre de libertés et il le veille dans le respect de la décision bloc de constitutionnalité de 1971, mais d'un certain nombre de paramètres. Il va donc apprécier les textes qui lui sont déférés par rapport à des normes de référence. Et considérer aujourd'hui que le Conseil constitutionnel porte une énorme responsabilité, c'est faux. Le Conseil constitutionnel, il ne tranche que des textes qui lui sont déférés tels quels. Et s'ils sont inconstitutionnels parce qu'ils ne répondent pas aux normes minimales de l'état de droit et des libertés, eh bien, il va les déclarer inconstitutionnels ou il va en décider une réserve d'interprétation. Mais de dire que le Conseil constitutionnel porte une lourde responsabilité, je trouve que c'est un discours qui ne sert pas la République, qui ne sert pas les institutions, qui ne sert pas l'état de droit. Donc, je pense qu'ici, il faut être un peu plus modéré.
sur notre approche en fait de nos institutions. Va vous répondre dans un instant, mais Wassim Nass, vous qui suivez pour France 24 depuis des années ces réseaux djihadistes et le travail de la justice et de la police, diriez-vous que les lois qui ont été passées depuis 2015 en matière de liberté publique, est-ce qu'elles ont aidé de manière effective la justice à progresser à la fois dans les enquêtes et ensuite dans la prévention d'actes terroristes ici en France ? Évidemment, les lois françaises font partie des lois les plus dures des pays occidentaux. Tout ce qui a été entrepris en termes de lois antiterroristes donne une palette de choix aux juges et aux forces de l'ordre pour agir, même quand il y a des velléités de commettre un attentat, même quand les faits ne sont pas matérialisés, quand il n'y a pas de plan précis, quand il n'y a pas d'acquisition d'armes. Même en ce qui concerne les départs en Syrie ou dans un théâtre d'action qui n'était pas en soi des délits ou des crimes ont été inclus dans les nouvelles lois. En tout cas, je pense qu'on ne peut pas aller plus loin, même en termes de surveillance, ce qui a été permis en termes pour infiltrer, que ce soit virtuellement ou réellement, des choses qui étaient, on va dire, décriées en Europe il y a à peine 10 ans, font partie aujourd'hui des lois ici en France. Ça, c'est Les perquisitions sous l'autorité du juge administratif, notamment les perquisitions de nuit, la fouille des véhicules, cet ensemble, cet arsenal, vous diriez-vous qu'il est excessif ou nécessaire, Wassim ? Écoutez, ça dépend des périodes. Après, excessif, ça dépend d'où on parle. Ça dépend de l'époque, ça dépend de l'atmosphère politique, j'ai envie de dire. C'est excessif, par exemple, par rapport à des choses qui étaient dans l'état d'urgence, qui sont rentrées dans le droit commun. D'un certain point de vue, oui, c'est excessif. Mais d'un autre côté, ces mesures-là ont aussi permis de prévenir certains attentats et d'autres pas. Donc, ce n'est pas une science exacte. Parce que si on regarde, en tout cas, les chiffres des attentats commis, ratés ou déjoués, parce que ce n'est pas la même chose sur le sol européen en général, on est sur une constante depuis des années. Donc, est-ce que les lois y contribuent ou pas ? Ce n'est pas à moi de le dire. On verra ça dans quelques années, quand il y aura des études qui vont quantifier et quand on aura assez de recul. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les lois françaises sont parmi, même si je n'aime pas trop ce mot, parmi les plus liberticides par rapport aux autres démocraties européennes. Pour ne pas parler des Américains qui ont le Patriot Act, c'est encore une autre histoire. Oui. Il nous reste moins de 2 minutes. Jean-Michel Foucault répond rapidement à Asif Arif et le mot de la fin dans un instant, Daniel Lecomte. Oui, sur 3 choses, sur 3 plans. Le droit à la religion, il est garanti par l'État français. Chacun peut exercer sa religion, à condition que les lois de la religion, les préceptes de cette religion ne soient pas supérieurs et à condition qu'on reste sur la République et nos valeurs républicaines. Et ce n'est pas le cas pour l'islam politique. La deuxième chose, sur le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel travaille par jurisprudence aussi, donc il fait évoluer sa jurisprudence. Et le Conseil constitutionnel, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il reprend. Là, en l'occurrence, il a repris un texte qui a été voté à la fois par les députés et à la fois par les sénateurs. Il a pris une très grosse responsabilité, je le répète, et cette responsabilité-là, on verra ce que ça va donner. Sur l'état d'urgence, c'est dans la Constitution, c'est voté par les députés, c'est voté par les sénateurs. Elle se met en place après ces votes-là et elle est contrôlée par les députés et les sénateurs. Donc l'état d'urgence, c'est pas du grand n'importe quoi avec quelqu'un qui prendrait le pouvoir comme un dictateur. C'est pas du tout ça. Et cet état d'urgence, on l'a levé aussi à un certain moment, estimant qu'il pour mettre dans le droit commun un certain nombre de ces dispositions. Et on a mis dans le droit commun un certain nombre de dispositions qui nous renforcent sur la lutte contre le terrorisme et l'islamisme politique. Daniel Lecomte, le mot de la fin, très rapidement. Je n'ai pas le temps de le développer parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites et à mon avis assez inexactes que ça serait trop long d'en faire l'inventaire. Mais enfin, je voudrais juste dire la chose suivante. On est passé du droit au blasphème, là on a parlé du droit au blasphème en disant qu'en fait la France était une exception. C'est encore une fois l'exception française, le droit au blasphème. Je ferai remarquer qu'on a vu des images des chefs d'État étrangers le 11 janvier qui sont venus soutenir. Ce n'était pas la France, c'était le monde entier qui était là. Et si vous voulez, s'ils n'adoptent pas nos lois, en tous les cas sur ces questions-là, en tous les cas ils les soutiennent. Donc, et ils les respectent, je veux dire.
Ce n'est pas le cas, si vous voulez, d'un certain nombre... Ça ne veut pas dire qu'il les observe, mais il les respecte. Ça ne veut pas dire qu'il les observe, mais il les respecte. Oui. Donc il ne faut pas raconter à peu près n'importe quoi. Et donc on a glissé sur les lois liberticides en France. Alors là, franchement, ça devient du n'importe quoi. Je veux dire, la France est le pays qui a été le plus touché par le terrorisme aujourd'hui. Donc on ne peut pas le comparer aux autres pays européens. Il y a eu 300 morts depuis le 7 janvier 2015. On ne peut pas imaginer que les lois ne sont pas légèrement infléchies pour permettre de mieux combattre le terrorisme islamiste. Merci Daniel Lecomte, vous avez fait cette mise au point. Merci également à Jean-Michel Fauvergue qui était avec nous, avec Asif Arif également avec nous depuis Los Angeles, et puis Wassim Nasr, et puis vous l'avez également écouté au début de ce débat, Jean-Louis Bruguière. Restez avec nous, à suivre dans un instant un reportage et puis un nouveau journal sur France 24.